1984, partie 9 du livre audio, troisième partie du roman, chapitre 1. Winston ignorait où il se trouvait, probablement au ministère de l'amour, mais il n'y avait aucun moyen de s'en assurer. Il était dans une cellule au plafond élevé, sans fenêtre, aux murs blancs de porcelaine brillante. Des lampes dissimulées l'emplissaient d'une froide lumière, et Winston entendait un bourdonnement lent et continu qui, pensa-t-il, avait probablement un rapport avec la fourniture de l'air. Un banc, qui était une sorte d'étagère, juste assez large pour s'asseoir, faisait le tour de la pièce, coupé seulement par la porte et, au fond de la pièce, par un seau hygiénique qui n'avait pas de siège en bois. Il y avait 4 télécrans, un dans chaque mur. Winston sentait au ventre une douleur sourde. Elle ne l'avait pas quitté depuis qu'on l'avait jeté dans un fourgon fermé et emporté. Mais il avait faim aussi, une sorte de faim malsaine qui le rongeait. Il pouvait y avoir 24 heures qu'il n'avait mangé, peut-être 36. Il ne savait toujours pas, et probablement ne saurait jamais si c'était le matin ou le soir qu'on l'avait arrêté. Depuis son arrestation, il n'avait rien eu à manger. Il était assis, les mains croisées sur les genoux, aussi immobile qu'il le pouvait, sur le banc étroit. Il avait déjà appris à rester assis sans bouger. Quand il faisait un mouvement inattendu, on criait sur lui, du télécran. Mais son désir de nourriture augmentait et le dominait. Ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était un morceau de pain. Il avait dans l'idée qu'il y avait quelques miettes de pain dans la poche de sa combinaison. Il était même possible, il le pensait parce que de temps en temps quelque chose semblait lui chatouiller la jambe, qu'il y eût là un morceau de croûte qu'il pourrait saisir. À la fin, la tentation de s'en assurer l'emporta sur sa crainte. Il glissa une main dans sa poche. « Smith !» glapit une voix au télécran. « 60-79, Smith, W. Dans les cellules, les mains doivent rester hors des poches. » Il s'immobilisa de nouveau, les mains croisées sur les genoux. Avant d'être amené là, il avait été conduit à un autre endroit qui devait être une prison ordinaire ou un cachot temporaire employé par les patrouilles. Il ne savait pas combien de temps il y était resté. Quelques heures, de toute façon. Sans pendule et sans lumière solaire, il est difficile d'évaluer le temps. C'était un endroit bruyant qui sentait mauvais. Il avait été placé dans une cellule analogue à celle où il se trouvait actuellement, mais qui était ignoblement sale et toujours remplie de 10 ou 15 personnes. C'étaient, en majorité, des criminels ordinaires, mais parmi eux il y avait quelques prisonniers politiques. Il était resté assis, silencieux, adossé au mur, bousculé par des corps sales, trop préoccupé par sa peur et son mal au ventre pour s'intéresser beaucoup à ce qui l'entourait. Il avait cependant noté l'étonnante différence entre le maintien des prisonniers du parti et celui des autres. Les prisonniers du parti étaient toujours silencieux et terrifiés, mais les criminels ordinaires ne semblaient avoir peur de personne. Ils vociféraient des insultes à l'adresse des gardes, luttaient férocement quand leurs effets étaient saisis, écrivaient des mots obscènes sur le parquet, mangeaient de la nourriture passée en fraude qu'ils tiraient de mystérieuses cachettes dans leurs vêtements, criaient même contre le télécran quand il essayait de restaurer l'ordre. Quelques-uns semblaient en bons termes avec les gardes, les appelaient par des surnoms et essayaient, par des cajoleries, de se faire passer des cigarettes par le trou d'espion de la porte. Et les gardes, aussi, montraient envers les criminels ordinaires une certaine indulgence, même quand ils devaient les traiter durement. On parlait beaucoup des camps de travaux forcés où de nombreux prisonniers s'attendaient à être envoyés. Tout allait très bien dans les camps, aussi longtemps que l'on avait de bonnes relations et que l'on connaissait les ficelles. Il y avait la corruption, le favoritisme et les dissipations de toutes sortes.
Il y avait l'homosexualité et la prostitution. Il y avait même l'alcool illicite obtenu par la distillation des pommes de terre. On ne donnait les postes de confiance qu'aux criminels communs, spécialement aux gangsters et aux meurtriers qui formaient une sorte d'aristocratie. Toutes les besognes rebutantes étaient faites par les criminels politiques. Il y avait un va-et-vient constant de prisonniers de tout modèle, colporteurs de drogue, voleurs, bandits, vendeurs du marché noir, ivrognes, prostituées. Quelques-uns des ivrognes étaient si violents que les autres prisonniers devaient s'unir pour les maîtriser. Une femme énorme, épave d'environ 60 ans, aux grandes mamelles ballottantes, aux épaisses boucles de cheveux blancs défaits, fut apportée hurlante et frappant du pied par 4 gardes qui la tenaient chacun par un bout. Ils lui arrachèrent les bottes avec lesquelles elle avait essayé de les frapper et la jetèrent dans le giron de Winston, qui en eut les fémurs presque brisés. La femme se redressa et les poursuivit de cris de « Sale bâtard !» Remarquant alors qu'elle était assise sur quelque chose qui n'était pas plat, elle glissa des genoux de Winston sur le banc. « Pardon, chérie, dit-elle, je ne me serais pas assise sur toi. C'est ces animaux qui m'ont mise là. Ils savent pas traiter les dames, pas. » Elle s'arrêta, se tapota la poitrine et rôta. « Pardon, dit-elle, je suis pas tout à fait dans mon assiette. » Elle se pencha en avant et vomit copieusement sur le parquet. « Ça va mieux, dit-elle en se rejetant en arrière, les yeux fermés. Faut jamais garder ça, je te dis. Faut le sortir pendant que c'est comme frais sur l'estomac. » Elle reprenait vie. Elle se tourna pour jeter un autre regard à Winston et parut se toquer immédiatement de lui. Elle entoura l'épaule de Winston de son bras énorme et l'attira à elle, lui soufflant au visage une odeur de bière et de vomissure. « Comment tu t'appelles, chérie ?» demanda-t-elle. « Smith, » répondit Winston. « Smith ?» répéta la femme. « Ça, c'est drôle. Je m'appelle Smith aussi. » « Eh bien, » ajouta-t-elle avec sentiment, « je pourrais être ta mère. » « Elle pourrait être ma mère, » pensa Winston. Elle avait à peu près l'âge et le physique voulus, et il était probable que les gens changeaient quelque peu après 20 ans de travaux forcés. Personne d'autre ne lui avait parlé. Les criminels ordinaires ignoraient, dans une surprenante mesure, les prisonniers du parti. Ils les appelaient les polites, avec une sorte de mépris indifférent. Les prisonniers du parti paraissaient terrifiés de parler à qui que ce soit et, surtout, de se parler entre eux. Une fois seulement, alors que 2 membres du parti, 2 femmes, étaient serrées l'une contre l'autre sur le banc, il surprit, dans le vacarme des voix, quelques mots rapidement chuchotés et, en particulier, une allusion à quelque chose appelé « salle 1O1 » qu'il ne comprit pas. Il pouvait y avoir 2 ou 3 heures qu'on l'avait apporté là. La douleur sourde de son ventre était continuelle, mais parfois elle s'atténuait, parfois elle empirait, et le champ de sa pensée s'étendait ou se rétrécissait suivant le même rythme. Quand elle augmentait, il ne pensait qu'à la douleur elle-même et à son besoin de nourriture. Quand elle s'atténuait, il était pris de panique. Il y avait des moments où il imaginait ce qui devait lui arriver avec une telle intensité que son cœur battait au galop et que sa respiration s'arrêtait. Il sentait les coups de matraque sur ses épaules et de bottes ferrées sur ses tibias. Il se voyait lui-même rampant sur le sol et criant grâce de sa bouche aux dents cassées. Il pensait à peine à Julia. Il ne pouvait fixer son esprit sur elle. Il l'aimait et ne la trahirait pas, mais ce n'était qu'un fait qu'il connaissait. Comme il connaissait les règles de l'arithmétique. Il ne sentait aucun amour pour elle et se demandait même à peine ce qu'elle devenait. Il pensait plus souvent à O'Brien, avec un espoir vacillant. O'Brien devait savoir qu'il avait été arrêté. La fraternité, avait-il dit, n'essayait jamais de sauver ses membres, mais il y avait la lame de rasoir.
On lui enverrait une lame de rasoir, si on pouvait. Il y aurait peut-être 5 secondes avant que les gardes puissent se précipiter dans la cellule. La lame lui mordrait la chair avec une froideur brûlante, et les doigts même qui la tenaient seraient coupés jusqu'à l'os. Tout revenait à son corps malade, qui se recroquevillait en tremblant devant la moindre souffrance. Il n'était pas certain de pouvoir se servir de la lame de rasoir, même s'il en avait l'occasion. Il était plus naturel de vivre chaque moment en acceptant 10 minutes supplémentaires d'existence, même avec la certitude que la torture était au bout. Il essayait parfois de compter le nombre de carreaux de porcelaine des murs de la cellule. Cela aurait été facile s'il n'en perdait toujours le compte à un point ou à un autre. Il se demandait plus souvent où et à quelle heure du jour il se trouvait. Parfois, il avait la certitude qu'il faisait grand jour au dehors. L'instant suivant, il était également certain qu'il faisait un noir d'encre. Il sentait instinctivement qu'en ce lieu la lumière ne serait jamais éteinte. C'était l'endroit où il n'y avait pas d'obscurité. Il comprenait maintenant pourquoi O'Brien avait semblé reconnaître l'allusion. Au ministère de l'amour, il n'y avait pas de fenêtre. Sa cellule pouvait être au cœur de l'édifice ou contre le mur extérieur. Elle pouvait se trouver à 10 étages sous le sol ou 30 au-dessus. Il se déplaçait lui-même mentalement d'un lieu à un autre et essayait de déterminer par ses sensations s'il était haut perché dans l'air ou profondément enterré. Il y eut au dehors un piétinement de bottes. La porte d'acier s'ouvrit avec un son métallique. Un jeune officier, luisant de cuir verni, nette silhouette en uniforme noir dont le visage pâle, aux traits précis, était comme un masque de cire, entra rapidement. Il ordonna aux gardes d'amener le prisonnier qu'il conduisait. Le poète Ampleforth se traîna dans la cellule. La porte se referma avec le même bruit métallique. Il fit un ou deux mouvements incertains à droite et à gauche, comme s'il pensait qu'il y eût une autre porte pour s'en aller. Puis il se mit à marcher dans la cellule de long en large. Il n'avait pas encore remarqué la présence de Winston. Ses yeux troubles étaient fixés sur le mur à 1 mètre environ au-dessus du niveau de la tête de Winston. Il n'avait pas de chaussures. Des orteils longs et sales passaient par les trous de ses chaussettes. Il y avait aussi plusieurs jours qu'il ne s'était rasé. Une barbe drue lui couvrait le visage jusqu'aux pommettes et lui donnait un air apache qui ne s'harmonisait pas avec sa grande carcasse faible et ses mouvements nerveux. Winston se réveilla un peu de sa léthargie. Il fallait parler à Ampleforth et risquer le glapissement du télécran. Ampleforth était peut-être même porteur de la lame de rasoir. « Ampleforth !» dit-il. Il n'y eut pas de cri au télécran. Ampleforth s'arrêta avec un faible sursaut. Son regard se posa lentement sur Winston. « Ah, Smith, dit-il. Vous aussi? Pourquoi vous a-t-on mis dedans? Pour vous dire la vérité, il s'assit gauchement sur le banc en face de Winston. Il n'y a qu'un crime, n'est-ce pas? Dit-il. Et vous l'avez commis? Apparemment. Il se posa la main sur le front et se pressa les tempes un moment comme s'il essayait de rappeler ses souvenirs. Ce sont des choses qui arrivent, commença-t-il vaguement. J'ai pu trouver une raison possible, ce qui est sans doute une indiscrétion. Nous sortions une édition définitive des poèmes de Kipling. J'ai laissé le mot « God » à la fin d'un vers. Je ne pouvais faire autrement, ajouta-t-il presque avec indignation en relevant le visage pour regarder Winston. Il était impossible de changer le vers. La rime était « Rod ». Savez-vous qu'il n'y a que 12 rimes en Rod dans toute la langue? Je me suis raclé les méninges pendant des jours. Il n'y a pas d'autre rime. L'expression de son visage changea. Son air contrarié disparut et il parut un moment presque content. Une sorte de chaleur intellectuelle
La joie du pédant qui a découvert un fait inutile brilla à travers sa barbe sale et emmêlée. « Vous êtes-vous jamais rendu compte, demanda-t-il, que toute l'histoire de la poésie anglaise a été déterminée par le fait que la langue anglaise manque de rimes ? » Non, cette idée particulière n'était jamais venue à Winston. Vu les circonstances, elle ne le frappa d'ailleurs pas comme particulièrement importante ou intéressante. « Savez-vous quelle heure il est ? Demanda-t-il. Ampleforth parut de nouveau surpris. « J'y ai à peine pensé, dit-il. Ils m'ont arrêté. Il y a peut-être 2 jours ou 3. Son regard fit rapidement le tour des murs, comme s'il s'attendait à trouver une fenêtre quelque part. Ici, il n'y a aucune différence entre la nuit et le jour. Je ne vois pas comment on peut calculer l'heure ici. » Ils causèrent à bâtons rompus pendant quelques minutes, puis, sans raison apparente, un glapissement du télécran leur ordonna de rester silencieux. Winston demeura calmement assis, les mains croisées. Ampleforth, trop grand pour être à son aise sur le banc étroit, se tournait et se retournait, les mains jointes tantôt autour d'un genou, tantôt autour de l'autre. Le télécran lui aboya de se tenir immobile. Le temps passait. 20 minutes, 1 heure. Il était difficile d'en juger. Une fois encore, il y eut un bruit de bottes à l'extérieur. Les entrailles de Winston se contractèrent. Bientôt, peut-être dans 5 minutes, peut-être tout de suite. Le piétinement des bottes signifierait que son tour était venu. La porte s'ouvrit. Le jeune officier au visage glacé entra dans la cellule. D'un bref mouvement de la main, il indiqua Ampleforth. « Salle 101, dit-il. Ampleforth sortit lourdement entre les gardes, le visage vaguement troublé, mais incompréhensif. Un long moment, sembla-t-il, passa. La douleur s'était ravivée au ventre de Winston. Son esprit allait à la dérive autour de la même piste, comme une balle qui retomberait toujours dans la même série d'encoches. Il n'avait que 6 pensées. La douleur au ventre, un morceau de pain, le sang et les hurlements, O'Brien, Julia, la lame de rasoir. Un nouveau spasme lui tordit les entrailles. Les lourdes bottes approchaient. Quand la porte s'ouvrit, le courant d'air fit pénétrer une puissante odeur de sueur refroidie. Parsons entra dans la cellule. Il portait un short kaki et une chemise de sport. Cette fois, Winston fut surpris jusqu'à s'oublier. « Vous ici ?» dit-il. Parsons lui lança un coup d'œil qui n'indiquait ni intérêt ni surprise, mais seulement de la souffrance. Il se mit à arpenter la pièce d'une démarche saccadée, incapable évidemment de rester immobile. Chaque fois qu'il redressait ses genoux rondelets, on les voyait trembler. Ses yeux écarquillés avaient un regard fixe, comme s'il ne pouvait s'empêcher de regarder quelque chose au loin. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda Winston. « Crime par la pensée », répondit Parsons, presque en pleurnichant. Le son de sa voix impliquait tout de suite un aveu complet de sa culpabilité et une sorte d'horreur incrédule qu'un tel mot pût lui être appliqué. Il s'arrêta devant Winston et se mit à en appeler à lui avec véhémence. « Vous ne pensez pas qu'on va me fusiller, vieux ? On ne fusille pas quelqu'un qui n'a pas réellement fait quelque chose. Seulement des idées qu'on ne peut empêcher de venir. Je sais qu'ils donnent un bon avertissement. Oh, j'ai confiance en eux pour cela. Mais ils tiendront compte de mes services, n'est-ce pas ? Vous savez quelle sorte de type j'étais. Pas un mauvais bougre dans mon genre. Pas intellectuel, bien sûr, mais adroit. J'essayais de faire de mon mieux pour le parti, n'est-ce pas ? Je m'en tirerai avec 5 ans, ne croyez-vous pas ? Ou peut-être 10 ans.
Un type comme moi peut se rendre assez utile dans un camp de travail. Ils ne me tueront pas pour avoir quitté le droit chemin juste une fois. Êtes-vous coupable? Demanda Winston. Bien sûr, je suis coupable, cria Parsons avec un coup d'œil servile au télécran. Vous ne pensez pas que le parti arrêterait un innocent, n'est-ce pas? Son visage de grenouille se calma et prit même une légère expression de dévotion hypocrite. Le crime par la pensée est une terrible chose, vieux, dit-il sentencieusement. Il est insidieux. Il s'empare de vous sans que vous le sachiez. Savez-vous comme il s'est emparé de moi? Dans mon sommeil. Oui, c'est un fait. J'étais là, à me surmener, à essayer de faire mon boulot, sans savoir que j'avais dans l'esprit un mauvais levain. Et je me suis mise à parler en dormant. Savez-vous ce qu'ils m'ont entendu dire? Il baissa la voix, comme quelqu'un obligé pour des raisons médicales de dire une obscénité. Abba, Big Brother. Oui, j'ai dit cela, et je l'ai répété maintes et maintes fois, paraît-il. Entre nous, je suis content qu'il m'ait pris avant que cela aille plus loin. Savez-vous ce que je leur dirai quand je serai devant le tribunal? Merci, vais-je dire. Merci de m'avoir sauvé avant qu'il soit trop tard. Qui vous a dénoncé? Demanda Winston. C'est ma petite fille, répondit Parsons avec une sorte d'orgueil mélancolique. Elle écoutait par le trou de la serrure. Elle a entendu ce que je disais, et, dès le lendemain, elle filait chez les gardes. Fort, pour une gamine de 7 ans, pas? Je ne lui en garde aucune rancune. En fait, je suis fier d'elle. Cela montre en tout cas que je l'ai élevée dans les bons principes. Il fit encore quelques pas de long en large, d'une démarche saccadée, et jeta plusieurs fois un coup d'œil d'envie à la cuvette hygiénique, puis soudain, il baissa son short et se mit nu. « Pardon, vieux, dit-il, je ne peux m'en empêcher, c'est l'attente. » Il laissa tomber son lourd postérieur sur la cuvette. Winston se couvrit le visage de ses mains. « Smith !» glapit la voix du télécran. « 60-79 Smith W. Découvrez votre figure. Pas de visage couvert dans les cellules. » Winston se découvrit le visage. Parsons se servit de la cuvette bruyamment et abondamment. Il se trouva que la bonde était défectueuse et la cellule pua largement pendant des heures. Parsons fut emmené. D'autres prisonniers vinrent et repartirent, mystérieusement. L'une, une femme, fut envoyée dans la salle 101, et Winston remarqua qu'elle parut se ratatiner et changer de couleur quand elle entendit ces mots. Il vint un moment où, s'il avait été amené un matin, ce devait être l'après-midi. Mais s'il avait été amené l'après-midi, ce devait être minuit. Il y avait dans la cellule 6 prisonniers, hommes et femmes. Tous étaient assis immobiles. En face de Winston se trouvait un homme au visage sans menton, tout en dents, exactement comme un gros rongeur inoffensif. Ses joues grasses et tachetées étaient si gonflées à la base qu'on pouvait difficilement ne pas imaginer qu'il avait, rangé là, de petites réserves de nourriture. Ses pâles yeux gris erraient timidement d'un visage à l'autre et se détournaient rapidement quand il rencontrait un regard. La porte s'ouvrit, et un autre prisonnier, dont l'aspect fit frissonner Winston, fut introduit. C'était un homme ordinaire, d'aspect misérable, qui pouvait avoir été un ingénieur ou un technicien quelconque. Mais ce qui surprenait, c'était la maigreur de son visage. Il était comme un squelette. La bouche et les yeux, à cause de sa minceur, semblaient d'une largeur disproportionnée, et les yeux paraissaient pleins d'une haine meurtrière, inapaisable contre quelqu'un ou quelque chose. L'homme s'assit sur le banc à peu de distance de Winston.
Winston ne le regarda plus, mais le visage squelettique et tourmenté était aussi vivant dans son esprit que s'il l'avait eu sous les yeux. Il comprit soudain de quoi il s'agissait. L'homme mourait de faim. La même pensée sembla frapper en même temps tout le monde dans la cellule. Tout autour de la pièce, il y eut un faible mouvement sur le banc. Les yeux de l'homme sans menton ne cessaient de se diriger vers l'homme au visage de squelette et de se détourner d'un air coupable, puis, cédant à une irrésistible attraction, de revenir à l'homme. Il commença par s'agiter sur son siège. À la fin, il se leva, traversa la cellule d'une démarche lourde de canard, fouilla dans la poche de sa combinaison et, d'un air confus, tendit à l'homme au visage de squelette un morceau de pain sale. Il y eut au télécran un hurlement furieux et assourdissant. L'homme sans menton revint en bondissant sur ses pas. L'homme au visage de squelette avait rapidement lancé ses mains en arrière, comme pour montrer au monde entier qu'il refusait le don. « Bumstead !» hurla la voix. « 27-13 Bumstead ! Laissez tomber le morceau de pain !» L'homme sans menton laissa tomber le bout de pain sur le sol. « Restez debout là où vous êtes !» reprit la voix. « Face à la porte. Ne faites aucun mouvement. » L'homme sans menton obéit. Ses larges joues gonflées tremblaient irrésistiblement. La porte s'ouvrit avec un claquement. Le jeune officier entra et se plaça de côté. Derrière lui émergea un garde court et trapu, aux bras et aux épaules énormes. Il s'arrêta devant l'homme sans menton, puis, à un signal de l'officier, laissa tomber un terrible coup, renforcé de tout le poids de son corps, en plein sur la bouche de l'homme sans menton. La force du coup sembla, en l'assommant, presque le vider du parquet. Son corps fut lancé à travers la cellule et s'arrêta contre la cuvette du water. Il resta un moment étendu, comme anéanti, tandis que du sang, d'un rouge foncé, lui sortait de la bouche et du nez. Il poussa un très faible gémissement ou glapissement, qui semblait inconscient. Puis il se tourna et se releva en trébuchant sur les mains et les genoux. Dans un ruisseau de sang et de salive, les deux moitiés d'un dentier lui tombèrent de la bouche. Les prisonniers étaient restés assis, absolument immobiles, les mains croisées sur les genoux. L'homme sans menton grimpa jusqu'à sa place. Au bas d'un côté de son visage, la chair devenait bleue. Sa bouche s'était enflée en une masse informe couleur cerise, creusée en son milieu d'un trou noir. De temps en temps, un peu de sang coulait goutte à goutte sur le haut de sa combinaison. Le regard de ses yeux gris flottait encore d'un visage à l'autre, d'un air plus coupable que jamais, comme s'il essayait de découvrir jusqu'à quel point les autres le méprisaient pour l'humiliation qu'on lui avait infligée. La porte s'ouvrit. D'un geste bref, l'officier désigna l'homme au visage de squelette. « Salle 101 » dit-il. Il y eut un halètement et une agitation à côté de Winston. L'homme s'était jeté sur le parquet à genoux et les mains jointes. « Camarade officier » cria-t-il, « vous n'allez pas me conduire là ? Est-ce que je ne vous ai pas déjà tout dit ? Que voulez-vous savoir d'autre ? Il n'y a rien que je ne veuille vous confesser, rien. Dites-moi seulement ce que vous voulez, je le confesserai tout de suite. Écrivez-le et je signerai n'importe quoi. Pas la salle 101. Salle 101, répéta l'officier. Le visage de l'homme, déjà très pâle, prit une teinte que Winston n'aurait pas cru possible. C'était, d'une manière précise, indubitable, une nuance verte. « Faites-moi n'importe quoi » cria-t-il. « Vous m'avez affamé pendant des semaines. Finissez-en et laissez-moi mourir. Fusillez-moi, pendez-moi, condamnez-moi à 25 ans. Y a-t-il quelqu'un d'autre que vous désiriez que je trahisse ? Dites seulement qui c'est et je dirai tout ce que vous voudrez. Cela m'est égal, qui c'est, et ce que vous lui ferez aussi. J'ai une femme et 3 enfants. L'aîné n'a pas 6 ans.
Vous pouvez les prendre tous et leur couper la gorge sous mes yeux. Je resterai là et je regarderai. Mais pas la salle 101. Salle 101, dit l'officier. L'homme, comme un fou, regarda les autres autour de lui, comme s'il pensait qu'il pourrait mettre à sa place une autre victime. Ses yeux s'arrêtèrent sur le visage écrasé de l'homme sans menton. Il tendit un bras maigre. « C'est celui-là que vous devez prendre, pas moi !» cria-t-il. « Vous n'avez pas entendu, quand on lui a défoncé la gueule, ce qu'il a dit ? Donnez-moi une chance, et je vous le répéterai, mot pour mot. C'est lui qui est contre le parti, pas moi !» Les gardes s'avancèrent. La voix de l'homme s'éleva et devint déchirante. « Vous ne l'avez pas entendu ?» répéta-t-il. « Le télécran ne marchait pas. C'est lui, votre homme. Prenez-le, pas moi. » Les deux robustes gardes s'étaient arrêtés pour le prendre par les bras, mais il se jeta sur le parquet et s'agrippa à l'un des pieds de fer qui supportaient le banc. Il avait poussé un hurlement sans nom, comme un animal. Les gardes le saisirent pour l'arracher au banc, mais il s'accrocha avec une force étonnante. Pendant peut-être 20 secondes, ils le tirèrent de toute leur force. Les prisonniers étaient assis, immobiles, les mains croisées sur les genoux, le regard fixé droit devant eux. Le hurlement s'arrêta. L'homme économisait son souffle pour s'accrocher. Il y eut alors une autre sorte de cri. D'un coup de son pied botté, un garde lui avait cassé les doigts d'une main. Ils le traînèrent et le mirent debout. « Salle 101 » dit l'officier. L'homme fut emmené, trébuchant, tête basse, frottant sa main écrasée, toute sa combativité épuisée. Un long temps s'écoula. Si l'homme au visage squelettique avait été emmené à minuit, on était au matin. S'il avait été emmené le matin, on était à l'après-midi. Winston était seul. Il était seul depuis des heures. La souffrance éprouvée à rester assis sur le banc étroit était telle que souvent il se levait et marchait, sans recevoir de blâme du télécran. Le morceau de pain se trouvait encore là où l'homme sans menton l'avait laissé tomber. Il fallait au début un grand effort à Winston pour ne pas le regarder. Mais la faim faisait maintenant place à la soif. Sa bouche était pâteuse et avait mauvais goût. Le bourdonnement et la constante lumière blanche produisaient une sorte de faiblesse et une sensation de vide dans sa tête. Il se levait parce que la souffrance de ses os n'était plus supportable, puis, presque tout de suite, il se rasseyait parce qu'il avait trop le vertige pour être sûr de tenir sur ses pieds. Dès qu'il pouvait dominer un peu ses sensations, la terreur réapparaissait. Parfois, avec un espoir qui allait s'affaiblissant, il pensait à O'Brien et à la lame de rasoir. Peut-être la lame de rasoir arriverait-elle cachée dans la nourriture, s'il était jamais nourri. Plus confusément, il pensait à Julia. Quelque part, elle souffrait, peut-être beaucoup plus intensément que lui. Il se pouvait qu'elle fût, à l'instant même, en train de hurler de douleur. Il pensa, si je pouvais, en doublant ma propre souffrance, sauver Julia, le ferais-je ? Oui, je le ferais. Mais ce n'était qu'une décision intellectuelle prise parce qu'il savait qu'il devait la prendre. Il ne la sentait pas. Dans ce lieu, on ne sentait que la peine et la prescience de la peine. Était-il possible, en outre, quand on souffrait réellement, de désirer, pour quelque raison que ce fût, que la douleur augmente ? Mais il n'était pas encore possible de répondre à cette question. Les bottes approchaient de nouveau. La porte s'ouvrit. O'Brien entra. Winston se dressa sur ses pieds. Le choc de cette visite lui avait enlevé toute prudence. Pour la première fois, depuis de nombreuses années, il oublia la présence du télécran. « Ils vous ont pris aussi ?» cria-t-il.
Ils m'ont pris depuis longtemps, dit O'Brien, presque à regret, avec une douce ironie. Il s'écarta. Derrière lui émergea un garde au large torse, muni d'une longue matraque noire. « Vous le saviez, Winston, » dit O'Brien. « Ne vous mentez pas à vous-même. Vous le saviez. Vous l'avez toujours su. » Oui, il le voyait maintenant. Il l'avait toujours su. Mais il n'avait pas le temps d'y réfléchir. Tout ce qu'il avait d'yeux était pour la matraque que tenait la main du garde. Elle pouvait tomber n'importe où, sur le sommet de la tête, sur le bout de l'oreille, sur le bras, sur l'épaule. L'épaule. Il s'était effondré sur les genoux, presque paralysé, tenant de son autre main son épaule blessée. Tout avait explosé dans une lumière jaune. Inconcevable. Inconcevable qu'un seul coup pût causer une telle souffrance. La lumière s'éclaircit et il put voir les deux autres qui le regardaient. Le garde riait de ses contorsions. Une question, en tout cas, avait trouvé sa réponse. Jamais, pour aucune raison au monde, on ne pouvait désirer un accroissement de douleur. De la douleur, on ne pouvait désirer qu'une chose, qu'elle s'arrête. Rien au monde n'était aussi pénible qu'une souffrance physique. Devant la douleur, il n'y a pas de héros. Aucun héros, se répéta-t-il, tandis qu'il se tordait sur le parquet, étreignant sans raison son bras gauche estropié. Chapitre 2. Winston était couché sur quelque chose qui lui donnait l'impression d'être un lit de camp, sauf qu'il était plus élevé au-dessus du sol. Winston était attaché de telle façon qu'il ne pouvait bouger. Une lumière, qui semblait plus forte que d'habitude, lui tombait sur le visage. O'Brien était debout à côté de lui et le regardait attentivement. De l'autre côté se tenait un homme en veste blanche qui tenait une seringue hypodermique. Même après que ses yeux se fussent ouverts, Winston ne prit conscience de ce qui l'entourait que graduellement. Il avait l'impression de venir d'un monde tout à fait différent, d'un monde immergé profondément au-dessous de celui-ci, et d'entrer dans la salle en nageant. Il ne savait pas combien de temps il était resté immergé. Depuis le moment de son arrestation, il n'avait vu ni la lumière du jour, ni l'obscurité. En outre, la suite de ses souvenirs n'était pas continue. Il y avait eu des instants où la conscience, même le genre de conscience que l'on a dans le sommeil, s'était arrêtée net et avait reparu après un intervalle vide. Mais étaient-ce des jours, des semaines ou seulement des secondes d'intervalle? Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Le cauchemar avait commencé avec ce premier coup sur l'épaule. Il devait comprendre plus tard que tout ce qui lui advint alors n'était qu'un préliminaire, une routine de l'interrogatoire à laquelle presque tous les prisonniers étaient soumis. Il y avait une longue liste de crimes, espionnage, sabotage et le reste que tout le monde, naturellement, devait confesser. La confession était une formalité, mais la torture était réelle. Combien de fois il avait été battu? Combien de temps les coups avaient duré? Il ne s'en souvenait pas. Il y avait toujours contre lui à la fois 5 ou 6 hommes en noir. Parfois c'étaient les poings, parfois les matraques, parfois les verges d'acier, parfois les bottes. Il lui arrivait de se rouler sur le sol, sans honte, comme un animal, en se tordant de côté et d'autre, dans un effort interminable et sans espoir pour esquiver les coups de pied. Il s'attirait simplement plus et encore plus de coups, dans les côtes, au ventre, sur les épaules, sur les tibias, à l'aine, aux testicules, sur le coccyx. La torture se prolongeait parfois si longtemps qu'il lui semblait que le fait cruel, inique, impardonnable, n'était pas que les gardes continuassent à le battre, mais qu'il ne pût se forcer à perdre connaissance.
Il y avait des moments où son courage l'abandonnait à un point tel qu'il se mettait à crier grâce avant même que les coups ne commencent. Des moments où la seule vue d'un poing qui reculait pour prendre son élan suffisait à lui faire confesser un flot de crimes réels et imaginaires. Il y avait d'autres moments où il commençait avec la résolution de ne rien confesser, où chaque mot devait lui être arraché entre des halètements de douleur, et il y avait des instants où il essayait faiblement d'un compromis, où il se disait « Je vais me confesser, mais pas encore. Je vais tenir jusqu'à ce que la souffrance devienne insupportable. 3 coups de pied de plus, 2 coups de plus, puis je leur dirai ce qu'ils veulent. » Il était parfois battu au point qu'il pouvait à peine se redresser. Puis il était jeté comme un sac de pommes de terre sur le sol de pierre d'une cellule. On le laissait récupérer ses forces quelques heures, puis on l'emmenait et on le battait encore. Il y avait aussi des périodes plus longues de rétablissement. Il s'en souvenait confusément car il les passait surtout dans la stupeur et le sommeil. Il se souvenait d'une cellule où il y avait un lit de bois, sorte d'étagère qui sortait du mur, une cuvette d'étain, des repas de soupe chaude et de pain, parfois du café. Il se souvenait d'un coiffeur hargneux qui vint le raser et le tondre, et d'hommes à l'air affairé, antipathiques, vêtus de vestes blanches, qui lui prenaient le pouls, lui tapotaient les articulations pour étudier ses réflexes, lui relevaient les paupières, le palpaient de doigts durs pour trouver les os cassés, et lui enfonçaient des aiguilles dans les bras pour le faire dormir. Les passages à tabac se firent moins fréquents et devinrent surtout une menace, une horreur à laquelle il pourrait être renvoyé si ses réponses n'étaient pas satisfaisantes. Ceux qui l'interrogeaient maintenant n'étaient pas des brutes en uniforme noir, mais des intellectuels du parti, de petits hommes rondelets aux gestes vifs et aux lunettes brillantes qui le travaillaient pendant des périodes qui duraient, il le pensait mais ne pouvait pas en être sûr, 10 ou 12 heures d'affilée. Ces autres questionneurs veillaient à ce qu'il souffrît constamment d'une légère douleur, mais ce n'était pas surtout sur la souffrance qu'il comptait. Il le giflait, lui tordait les oreilles, lui tirait les cheveux, l'obligeait à se tenir debout sur un pied, lui refusait la permission d'uriner, l'aveuglait par une lumière éblouissante, jusqu'à ce que l'eau lui coulât des yeux. Mais leur but était simplement de l'humilier et d'annihiler son pouvoir de discussion et de raisonnement. Leur arme réelle était cet interrogatoire sans pitié qui se poursuivait sans arrêt, heure après heure, qui le prenait en défaut, lui tendait des pièges, dénaturait tout ce qu'il disait, le convainquait à chaque pas de mensonge et de contradiction, jusqu'à ce qu'il se mît à pleurer, autant de honte que de fatigue nerveuse. Il lui arrivait de pleurer une demi-douzaine de fois dans une seule session. Ses bourreaux, la plupart du temps, vociféraient qu'il voulait les tromper et menaçaient à chaque hésitation de le livrer de nouveau aux gardes. Mais parfois il changeait soudain de ton, lui donnait du « camarade », en appelait à lui au nom de Langsok et de Big Brother, et lui demandait tristement si, même en cet instant, il ne lui restait aucune loyauté envers le parti qui pût le pousser à désirer défaire le mal qu'il avait fait. Quand, après des heures d'interrogatoire, son courage s'en allait en lambeaux, même cet appel pouvait le réduire à un larmoiement hypocrite. En fin de compte, les voix grondeuses l'abattirent plus complètement que les bottes et les poings des gardes. Il devint simplement une bouche qui prononçait, une main qui signait tout ce qu'on lui demandait. Son seul souci était de deviner ce qu'on voulait qu'il confessât, et de le confesser rapidement avant que les brimades ne recommencent. Il confessa l'assassinat de membres éminents du parti, la distribution de pamphlets séditieux, le détournement de fonds publics, la vente de secrets militaires, les sabotages de toutes sortes. Il confessa avoir été un espion à la solde du gouvernement estasien depuis 1968.
Il confessa qu'il était un religieux, un admirateur du capitalisme et un inverti. Il confessa avoir tué sa femme, bien qu'il sût, et ses interrogateurs devaient le savoir aussi, que sa femme était encore vivante. Il confessa avoir été pendant des années personnellement en contact avec Goldstein et avoir été membre d'une organisation clandestine qui comptait presque tous les êtres humains qu'il eût jamais connus. Il était plus facile de tout confesser et d'accuser tout le monde. En outre, tout, en un sens, était vrai. Il était vrai qu'il avait été l'ennemi du parti et, aux yeux du parti, il n'y avait pas de distinction entre la pensée et l'acte. Winston avait aussi des souvenirs d'un autre genre. Ils se dressaient dans son esprit sans lien entre eux, comme des tableaux entourés d'ombre. Il se trouvait dans une cellule qui pouvait avoir été sombre ou claire, car il ne pouvait rien voir qu'une paire d'yeux. Il y avait tout près une sorte d'instrument dont le tic-tac était lent et régulier. Les yeux devinrent plus grands et plus lumineux. Il se détacha soudain de son siège, flotta, plongea dans les yeux et fut englouti. Il était attaché à une chaise entourée de cadrans, sous une lumière aveuglante. Un homme vêtu d'une blouse blanche lisait les chiffres des cadrans. Il y eut un piétinement de lourdes bottes au dehors. La porte s'ouvrit en claquant. L'officier au visage de cire entra, suivi de 2 gardes. « Salle 101 » dit l'officier. L'homme à la blouse blanche ne se retourna pas. Il ne regarda pas non plus Winston. Il ne regardait que les cadrans. Il roulait dans un immense couloir d'1 kilomètre de long, plein d'une glorieuse lumière dorée. Il se tordait de rire et se confessait à haute voix en criant à tue-tête. Il confessait tout, même les choses qu'il avait réussi à garder secrètes sous la torture. Il racontait l'histoire entière de sa vie à un auditeur qui la connaissait déjà. Il y avait près de lui les gardes, les autres questionneurs, les hommes en blouse blanche, O'Brien, Julia, Monsieur Charrington. Tous descendaient le corridor en roulant et se tordaient de rire. Une chose terrifiante, que l'avenir gardait en réserve, avait en quelque sorte été laissée de côté et ne s'était pas produite. Tout allait bien. Il n'y avait plus de souffrance. Le plus petit détail de sa vie était mis à nu, compris, pardonné. Il se levait précipitamment de son lit de planche, à peu près certain d'avoir entendu la voix d'O'Brien. Pendant tout son interrogatoire, bien qu'il ne l'eût jamais vu, il avait eu l'impression qu'O'Brien était à ses côtés, juste hors de sa vue. C'était O'Brien qui dirigeait tout. C'était O'Brien qui lançait les gardes sur lui et qui les empêchait de le tuer. C'était lui qui décidait à quel moment on devait le faire crier de souffrance, à quel moment on devait lui laisser un répit, quand on devait le nourrir, quand on devait le laisser dormir, quand on devait lui injecter des drogues dans le bras. C'était lui qui posait les questions et suggérait les réponses. Il était le tortionnaire, le protecteur, il était l'inquisiteur, il était l'ami. Une fois, Winston ne pouvait se rappeler si c'était pendant un sommeil artificiel ou normal, ou même à un moment où il était éveillé, une voix murmura à son oreille. « Ne vous inquiétez pas, Winston, vous êtes entre mes mains. Depuis 7 ans, je vous surveille. Maintenant, l'instant critique est arrivé. Je vous sauverai. Je vous rendrai parfait. » Winston n'était pas certain que ce fût la voix d'O'Brien, mais c'était la même voix qui lui avait dit dans un autre rêve, 7 ans plus tôt, « Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres. » Il ne se souvenait d'aucune conclusion à son interrogatoire. Il y eut une période d'obscurité, puis la cellule ou la pièce dans laquelle il se trouvait alors s'était graduellement matérialisée autour de lui. Il était presque à plat sur le dos et dans l'impossibilité de bouger. Son corps était retenu par tous les points essentiels. Même sa tête était, il ne savait comment,
saisi par derrière. O'Brien laissait tomber sur lui un regard grave et plutôt triste. Son visage, vu d'en dessous, paraissait grossier et usé, avec des poches sous les yeux et des rides de fatigue qui allaient du nez au menton. Il était plus âgé que Winston l'avait pensé. Il avait peut-être 48 ou 50 ans. Il avait sous la main un cadran dont le sommet portait un levier et la surface un cercle de chiffres. « Je vous ai dit, » prononça O'Brien, « que si nous nous rencontrions de nouveau, ce serait ici. » « Oui, » répondit Winston. Sans aucun avertissement qu'un léger mouvement de la main d'O'Brien, une vague de douleur envahit le corps de Winston. C'était une souffrance effrayante, parce qu'il ne pouvait voir ce qui lui arrivait et il avait l'impression qu'une blessure mortelle lui était infligée. Il ne savait si la chose se passait réellement ou si l'effet était produit électriquement. Mais son corps était violemment tordu et déformé, ses articulations lentement déchirées et séparées. Bien que la souffrance lui eût fait perler la sueur au front, le pire était la crainte que son épine dorsale ne se casse. Il serra les dents et respira profondément par le nez, en essayant de rester silencieux aussi longtemps que possible. « Vous avez peur, » dit O'Brien, qui lui surveillait le visage, « que quelque chose ne se brise bientôt. Vous craignez spécialement pour votre épine dorsale. Vous avez une image mentale des vertèbres qui se brisent et se séparent, et de la moelle qui s'en écoule. C'est à cela que vous pensez, n'est-ce pas, Winston ?» Winston ne répondit pas. O'Brien ramena en arrière le levier du cadran. La vague de douleur se retira presque aussi vite qu'elle était venue. « Nous étions à 40, dit O'Brien. Vous pouvez voir que les chiffres du cadran vont jusqu'à 100. Voulez-vous vous rappeler, au cours de notre entretien, que j'ai le pouvoir de vous faire souffrir à n'importe quel moment et au degré que j'aurai choisi? Si vous me dites un seul mensonge, ou essayez de tergiverser d'une manière quelconque, ou même tomber au-dessous du niveau habituel de votre intelligence, vous crierez de souffrance, instantanément. Comprenez-vous ? Oui, répondit Winston. L'attitude d'O'Brien devint moins sévère. Il replaça pensivement ses lunettes et fit un pas ou deux de long en large. Quand il parla, ce fut d'une voix aimable et patiente. Il avait l'air d'un docteur, d'un professeur, même d'un prêtre, désireux d'expliquer et de persuader plutôt que de punir. « Je me donne du mal pour vous, Winston, parce que vous en valez la peine. Vous savez parfaitement ce que vous avez. Vous le savez depuis des années, bien que vous ayez lutté contre cette certitude. Vous êtes dérangé mentalement. Vous souffrez d'un défaut de mémoire. Vous êtes incapable de vous souvenir d'événements réels et vous vous persuadez que vous vous souvenez d'autres événements qui ne se sont jamais produits. Heureusement, cela se guérit. Vous ne vous êtes jamais guéri parce que vous ne l'avez pas voulu. Il y avait un petit effort de volonté que vous n'étiez pas prêt à faire. Même actuellement, je m'en rends bien compte. Vous vous accrochez à votre maladie avec l'impression qu'elle est une vertu. Prenons maintenant un exemple. Avec quelle puissance l'Océania est-elle en guerre en ce moment ? Quand j'ai été arrêté, l'Océania était en guerre avec l'Estasia. Avec l'Estasia. Bon. Et l'Océania a toujours été en guerre avec l'Estasia, n'est-ce pas ? Winston retint son souffle. Il ouvrit la bouche pour parler, mais ne parla pas. Il ne pouvait éloigner ses yeux du cadran. La vérité, je vous prie, Winston. Votre vérité. Dites-moi ce que vous croyez vous rappeler. Je me rappelle qu'une semaine seulement avant mon arrestation, nous n'étions pas du tout en guerre avec l'Estasia.
Nous étions les alliés de l'Estasia. La guerre était contre l'Eurasia. Elle durait depuis 4 ans. Avant cela, O'Brien l'arrêta d'un mouvement de la main. « Un autre exemple, dit-il. Il y a quelques années, vous avez eu une très sérieuse illusion, en vérité. Vous avez cru que 3 hommes à un moment membres du parti, nommés Jones, Aronson et Rutherford, des hommes qui ont été exécutés pour trahison et sabotage, après avoir fait une confession aussi complète que possible, n'étaient pas coupables des crimes dont ils étaient accusés. Vous croyez avoir vu un document indiscutable, prouvant que leur confession était fausse. Il y avait une certaine photographie à propos de laquelle vous aviez une hallucination. Vous croyiez l'avoir réellement tenue entre vos mains. C'était une photographie comme celle-ci. Un bout rectangulaire de journal était apparu entre les doigts d'O'Brien. Il resta dans le champ de vision de Winston pendant peut-être 5 secondes. C'était une photographie, et il n'était pas question de discuter son identité. C'était la photographie. C'était une autre copie de la photographie de Jones, Aronson et Rutherford à la délégation du parti à New York, qu'il avait possédée 11 ans auparavant et qu'il avait promptement détruite. Un instant seulement, il l'eut sous les yeux. Un instant seulement, puis elle disparut de sa vue. Mais il l'avait vue. Sans aucun doute, il l'avait vue. Il fit un effort d'une violence désespérée pour se tordre et libérer la moitié supérieure de son corps. Il lui fut impossible de se mouvoir dans aucune direction, même d'1 centimètre. Il avait même pour l'instant oublié le cadran. Tout ce qu'il désirait, c'était tenir de nouveau la photographie entre ses doigts, ou au moins la voir. « Elle existe !» cria-t-il. « Non !» répondit O'Brien. O'Brien traversa la pièce. Il y avait un trou de mémoire dans le mur d'en face. Il souleva le grillage. Invisible, le frêle bout de papier tournoyait, emporté par le courant d'air chaud, et disparaissait dans un rapide flamboiement. O'Brien s'éloigna du mur. « Des cendres, dit-il. Pas même des cendres identifiables, de la poussière. Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Mais elle existe encore, elle doit exister. Elle existe dans la mémoire, dans la mienne, dans la vôtre. » « Je ne m'en souviens pas, » dit O'Brien. Le cœur de Winston défaillit. C'était de la double pensée. Il avait une mortelle sensation d'impuissance. S'il avait pu être certain qu'O'Brien mentait, cela aurait été sans importance. Mais il était parfaitement possible qu'O'Brien eût réellement oublié la photographie. Et s'il en était ainsi, il devait avoir déjà oublié qu'il avait nié son souvenir et oublié l'acte d'oublier. Comment être sûr que c'était de la simple supercherie? Peut-être cette folle dislocation de l'esprit pouvait-elle réellement se produire? C'est par cette idée que Winston était vaincu. O'Brien le regardait en réfléchissant. Il avait, plus que jamais, l'air d'un professeur qui se donne du mal pour un enfant égaré, mais qui promet. « Il y a un slogan du parti qui se rapporte à la maîtrise du passé, » dit-il. « Répétez-le, je vous prie. Qui commande le passé commande l'avenir. Qui commande le présent commande le passé, » répéta Winston obéissant. « Qui commande le présent commande le passé, » dit O'Brien, en faisant de la tête une lente approbation. « Est-ce votre opinion, Winston, que le passé a une existence réelle ?» De nouveau, le sentiment de son impuissance s'abattit sur Winston. Son regard vacilla dans la direction du cadran. Non seulement il ne savait lequel de oui ou de non le sauverait de la souffrance,
Mais il ne savait même pas quelle réponse il croyait être la vraie. O'Brien sourit faiblement. « Vous n'êtes pas métaphysicien, Winston, dit-il. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais pensé à ce que signifiait le mot existence. Je vais poser la question avec plus de précision. Est-ce que le passé existe d'une façon concrète dans l'espace? Y a-t-il quelque part, ou ailleurs, un monde d'objets solides où le passé continue à se manifester? Non. Où le passé existe-t-il donc, s'il existe? Dans les documents, il est consigné. Dans les documents et dans l'esprit, dans la mémoire des hommes. Dans la mémoire. Très bien. Nous, le parti, nous avons le contrôle de tous les documents et de toutes les mémoires. Nous avons donc le contrôle du passé, n'est-ce pas? Mais comment pouvez-vous empêcher les gens de se souvenir? Cria Winston, oubliant encore momentanément le cadran. C'est involontaire, c'est indépendant de chacun. Comment pouvez-vous contrôler la mémoire? Vous n'avez pas contrôlé la mienne. L'attitude de O'Brien devint encore sévère. Il posa la main sur le cadran. Non, dit-il, c'est vous qui ne l'avez pas dirigé. C'est ce qui vous a conduit ici. Vous êtes ici parce que vous avez manqué d'humilité, de discipline personnelle. Vous n'avez pas fait l'acte de soumission dont le prix est la santé mentale. Vous avez préféré être un fou, un minus habens. L'esprit discipliné peut seul voir la réalité, Winston. Vous croyez que la réalité est objective, extérieure, qu'elle existe par elle-même. Vous croyez aussi que la nature de la réalité est évidente en elle-même. Quand vous vous illusionnez et croyez voir quelque chose, vous pensez que tout le monde voit la même chose que vous. Mais je vous dis, Winston, que la réalité n'est pas extérieure. La réalité existe dans l'esprit humain et nulle part ailleurs. Pas dans l'esprit d'un individu qui peut se tromper et, en tout cas, périt bientôt. Elle n'existe que dans l'esprit du parti, qui est collectif et immortel. Ce que le parti tient pour vrai est la vérité. Il est impossible de voir la réalité si on ne regarde avec les yeux du parti. Voilà le fait que vous devez réapprendre, Winston. Il exige un acte de destruction personnelle, un effort de volonté. Vous devez vous humilier pour acquérir la santé mentale. Il s'arrêta un instant, comme pour permettre à ce qu'il avait dit de pénétrer. Vous rappelez-vous, continua-t-il, avoir écrit dans votre journal « La liberté est la liberté de dire que 2 et 2 font 4 » Oui, dit Winston. O'Brien présenta à Winston le dos de sa main gauche levée. Le pouce était caché, les 4 doigts étendus. Combien est-ce que je vous montre de doigts, Winston? 4. Le mot se termina par un halètement de douleur. L'aiguille du cadran était montée à 55. La sueur jaillie de son corps avait recouvert Winston tout entier. L'air lui déchirait les poumons et ressortait en gémissements profonds qu'il ne pouvait arrêter, même en serrant les dents. O'Brien le surveillait, 4 doigts levés. Il ramena le levier en arrière. Cette fois, la souffrance ne s'apaisa que légèrement. « Combien de doigts, Winston ?»« 4. L'aiguille monta à 60. « Combien de doigts, Winston ?»« 4. 4. Que puis-je dire d'autre? 4. L'aiguille avait dû monter encore. Il ne la regardait pas. Le visage lourd et sévère, et les 4 doigts emplissaient le champ de sa vision. Les doigts étaient dressés devant ses yeux comme des piliers énormes, indistincts, qui semblaient vibrer. Mais il y en avait indubitablement 4. « Combien de doigts, Winston ?»« 5, 5, 5 !»« Non, Winston, c'est inutile. Vous mentez.
Vous pensez encore qu'il y en a 4. Combien de doigts, s'il vous plaît? 4, 5, 4, tout ce que vous voudrez, mais arrêtez cela, arrêtez cette douleur. Il fut soudain assis, le bras d'O'Brien autour de ses épaules. Il avait peut-être perdu connaissance quelques secondes. Les liens qui le retenaient couché s'étaient détachés. Il avait très froid, il frissonnait sans pouvoir s'arrêter, ses dents claquaient, des larmes lui roulaient sur les joues. Il s'accrocha un moment à O'Brien, comme un enfant, étrangement réconforté par le bras lourd autour de ses épaules. Il avait l'impression qu'O'Brien était son protecteur, que la souffrance était quelque chose qui venait de quelque autre source extérieure et que c'était O'Brien qui l'en sauverait. « Vous êtes un étudiant lent d'esprit, Winston, » dit O'Brien gentiment. « Comment puis-je l'empêcher » dit-il en pleurnichant. « Comment puis-je m'empêcher de voir ce qui est devant mes yeux ? 2 et 2 font 4. Parfois, Winston. Parfois, ils font 5. Parfois, ils font 3. Parfois, ils font tout à la fois. Il faut essayer plus fort. Il n'est pas facile de devenir sensé. » Il étendit Winston sur le lit. L'étreinte se resserra autour de ses membres, mais la vague de souffrance s'était retirée et le tremblement s'était arrêté, le laissant seulement faible et glacé. O'Brien fit un signe de la tête à l'homme en veste blanche qui était resté immobile pendant qu'il agissait. L'homme à la veste blanche se baissa et regarda de près les yeux de Winston, lui prit le pouls, appuya l'oreille contre sa poitrine, tapota çà et là, puis fit un signe d'assentiment à O'Brien. « Encore, » dit O'Brien. La douleur envahit le corps de Winston. L'aiguille devait être à 70, 75. Il avait, cette fois, fermé les yeux. Il savait que les doigts étaient toujours là et qu'il y en avait toujours 4. Tout ce qui importait, c'était de rester en vie jusqu'à la fin de l'accès. Il ne savait plus s'il pleurait ou non. La souffrance diminua. Il ouvrit les yeux. O'Brien avait tiré le levier en arrière. 4. Je suppose qu'il y en a 4. Je verrais 5 si je pouvais. J'essaie de voir 5. Qu'est-ce que vous désirez? Me persuader que vous voyez 5? Ou les voir réellement? Les voir réellement. Encore, dit O'Brien. L'aiguille était peut-être à 80, 90. Winston ne pouvait se rappeler que par intermittence pourquoi il souffrait. Derrière ses paupières serrées, une forêt de doigts semblait se mouvoir dans une sorte de danse, entrer et sortir entrelacés, disparaître l'un derrière l'autre, réapparaître encore. Il essayait de les compter. Il ne se souvenait pas pourquoi. Il savait seulement qu'il était impossible de les compter à cause d'une mystérieuse identité entre 4 et 5. La souffrance s'éteignit une fois de plus. Quand il ouvrit les yeux, ce fut pour constater qu'il voyait encore la même chose. D'innombrables doigts, comme des arbres mobiles, dévalaient à droite et à gauche, se croisant et se recroisant. Il referma les yeux. « Je montre combien de doigts, Winston ? » ?»« Je ne sais, je ne sais. Vous me tuerez si vous faites encore cela. 4, 5, 6. En toute honnêteté, je ne sais pas. »« Mieux, » dit O'Brien. Une aiguille adroitement introduite glissa dans son bras. Presque instantanément, une chaleur apaisante et délicieuse se répandit en lui. La souffrance était déjà à moitié oubliée. Il ouvrit les yeux et regarda O'Brien avec reconnaissance. À la vue du visage ridé et lourd, si laid et si intelligent, son cœur sembla se fondre. S'il avait pu bouger, il aurait tendu le bras et posé la main sur le bras de O'Brien. Jamais il ne l'avait aimé si profondément qu'à ce moment, et ce n'était pas seulement parce qu'il avait fait cesser la douleur. L'ancien sentiment, qu'au fond peu importait qu'O'Brien fût un ami ou un ennemi, était revenu. O'Brien était quelqu'un avec qui on pouvait causer.
Peut-être ne désirait-on pas tellement être aimé qu'être compris. O'Brien l'avait torturé jusqu'aux limites de la folie et, dans peu de temps, certainement, l'enverrait à la mort. Cela ne changeait rien. Dans un sens, cela pénétrait plus profondément que l'amitié. Ils étaient des intimes. D'une façon ou d'une autre, bien que les mots réels ne seraient peut-être jamais prononcés, il y avait un lieu où ils pourraient se rencontrer et parler. Les yeux d'O'Brien, baissés vers lui, avaient une expression qui faisait penser qu'il avait la même idée. Quand il se mit à parler, ce fut sur le ton aisé d'une conversation. « Savez-vous où vous êtes, Winston ?»« Je ne sais pas. Je peux deviner. Au ministère de l'Amour. »« Savez-vous depuis combien de temps vous êtes ici ?»« Je ne sais. Des jours, des semaines, des mois. Je pense que c'est depuis des mois. »« Et vous imaginez-vous pourquoi nous amenons les gens ici ? » ?»« Pour qu'ils se confessent ? » ?»« Non, ce n'est pas là le motif. Cherchez encore. »« Pour les punir ? » ?»« Non !» s'exclama O'Brien. Sa voix avait changé d'une façon extraordinaire et son visage était soudain devenu à la fois sévère et animé. « Non, pas simplement pour extraire votre confession ou pour vous punir. Dois-je vous dire pourquoi nous vous avons apporté ici ? Pour vous guérir, pour vous rendre la santé de l'esprit. Savez-vous, Winston, qu'aucun de ceux que nous amenons dans ce lieu ne nous quitte malades ? Les crimes stupides que vous avez commis ne nous intéressent pas. Le parti ne s'intéresse pas à l'acte lui-même. Il ne s'occupe que de l'esprit. Nous ne détruisons pas simplement nos ennemis, nous les changeons. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Il était penché au-dessus de Winston. Sa proximité faisait paraître son visage énorme et Winston, qui le voyait d'en dessous, le trouvait hideux. De plus, il était plein d'une sorte d'exaltation, d'une ardeur folle. Le cœur de Winston se serra une fois de plus. Il se serait tapi plus au fond du lit s'il l'avait pu. Il croyait qu'O'Brien, par pur caprice, était sur le point de tourner le cadran. À ce moment, cependant, O'Brien s'éloigna. Il fit quelques pas de long en large. Puis il continua avec moins de véhémence. La première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas de martyrs. Vous avez lu ce qu'étaient les persécutions religieuses du passé. Au Moyen-Âge, il y eut l'Inquisition. Ce fut un échec. Elle fut établie pour extirper l'hérésie et finit par la perpétuer. Pour chaque hérétique brûlé sur le bûcher, des milliers d'autres se levèrent. Pourquoi ? Parce que l'Inquisition tuait ses ennemis en public et les tuait alors qu'ils étaient encore impénitents. En fait, elle les tuait parce qu'ils étaient impénitents. Les hommes mouraient parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur vraie croyance. Naturellement, toute la gloire allait à la victime et toute la honte à l'Inquisition qui la brûlait. Plus tard, au XXe siècle, il y eut les totalitaires, comme on les appelait. C'étaient les nazis germains et les communistes russes. Les Russes persécutèrent l'hérésie plus cruellement que ne l'avait fait l'Inquisition, et ils crurent que les fautes du passé les avaient instruits. Ils savaient, en tout cas, que l'on ne doit pas faire des martyrs. Avant d'exposer les victimes dans des procès publics, ils détruisaient délibérément leur dignité. Ils les aplatissaient par la torture et la solitude jusqu'à ce qu'ils fussent des êtres misérables, rampants et méprisables, qui confessaient tout ce qu'on leur mettait à la bouche, qui se couvraient eux-mêmes d'injures, se mettaient à couvert en s'accusant mutuellement, demandaient grâce en pleurnichant. Cependant, après quelques années seulement, on vit se répéter les mêmes effets. Les morts étaient devenus des martyrs et leur dégradation était oubliée. Cette fois encore, pourquoi ? En premier lieu, parce que les confessions étaient évidemment extorquées et fausses. Nous ne commettons pas d'erreur de cette sorte.
Toutes les confessions faites ici sont exactes. Nous les rendons exactes et, surtout, nous ne permettons pas aux morts de se lever contre nous. Vous devez cesser de vous imaginer que la postérité vous vengera, Winston. La postérité n'entendra jamais parler de vous. Vous serez gazéifié et versé dans la stratosphère. Rien ne restera de vous, pas un nom sur un registre, pas un souvenir dans un cerveau vivant. Vous serez annihilé, dans le passé comme dans le futur. Vous n'aurez jamais existé. Alors pourquoi se donner la peine de me torturer ? Pensa Winston dans un moment d'amertume. O'Brien arrêta sa marche, comme si Winston avait pensé tout haut. Son large visage laid se rapprocha, les yeux un peu rétrécis. « Vous pensez, dit-il, que puisque nous avons l'intention de vous détruire complètement, rien de ce que vous dites ou faites ne peut avoir d'importance, et qu'il n'y a aucune raison pour que nous prenions la peine de vous interroger d'abord. C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas ? » « Oui, dit Winston. O'Brien sourit légèrement. « Vous êtes une paille dans l'échantillon, Winston, une tache qui doit être effacée. Est-ce que je ne viens pas de vous dire que nous sommes différents des persécuteurs du passé ? Nous ne nous contentons pas d'une obéissance négative, ni même de la plus abjecte soumission. Quand, finalement, vous vous rendez à nous, ce doit être de votre propre volonté. Nous ne détruisons pas l'hérétique parce qu'il nous résiste. Tant qu'il nous résiste, nous ne le détruisons jamais. Nous le convertissons. Nous captons son âme, nous lui donnons une autre forme. Nous lui enlevons et brûlons tout mal et toute illusion. Nous l'amenons à nous, pas seulement en apparence, mais réellement, de cœur et d'âme. Avant de le tuer, nous en faisons un des nôtres. Il nous est intolérable qu'une pensée erronée puisse exister quelque part dans le monde, quelque secrète et impuissante qu'elle puisse être. Nous ne pouvons permettre aucun écart, même à celui qui est sur le point de mourir. Anciennement, l'hérétique qui marchait au bûcher était encore un hérétique. Il proclamait son hérésie. Il exultait en elle. La victime des épurations russes elle-même pouvait porter la rébellion enfermée dans son cerveau tandis qu'il descendait l'escalier dans l'attente de la balle. Nous rendons le cerveau parfait avant de le faire éclater. Le commandement des anciens despotismes était « Tu ne dois pas ». Le commandement des totalitaires était « Tu dois ». Notre commandement est « Tu es ». Aucun de ceux que nous amenons ici ne se dresse plus jamais contre nous. Tous sont entièrement lavés. Même ces 3 misérables traîtres, en l'innocence desquels vous avez un jour cru, Jones, Aronson et Rutherford. Finalement, nous les avons brisés. J'ai moi-même pris part à leur interrogatoire. Je les ai vus graduellement s'user, gémir, ramper, pleurer, et à la fin, ce n'était ni de douleur ni de crainte, c'était de repentir. Quand nous en avons eu fini avec eux, ils n'étaient plus que des écorces d'hommes. Il n'y avait plus rien en eux que le regret de ce qu'ils avaient fait et l'amour pour Big Brother. Il était touchant de voir à quel point ils l'aimaient. Ils demandèrent à être rapidement fusillés pour pouvoir mourir alors que leur esprit était encore propre. La voix d'O'Brien était devenue presque rêveuse. L'exaltation, l'enthousiasme fou marquaient encore son visage. Il ne feint nullement, pensa Winston. Ce n'est pas un hypocrite. Il croit tous les mots qu'il prononce. Ce qui oppressait le plus Winston, c'était la conscience de sa propre infériorité intellectuelle. Il regardait la forme lourde, mais pleine de grâce, qui marchait au hasard de long en large, à l'intérieur ou à l'extérieur du champ de sa vision. O'Brien était un être plus grand que lui de toutes les façons. Toutes les idées qu'il avait jamais eues ou pu avoir, O'Brien les avait depuis longtemps connues, examinées et rejetées.
L'esprit d'O'Brien contenait l'esprit de Winston. Comment O'Brien pourrait-il, dans ce cas, être fou? Ce devait être lui, Winston, qui était fou. O'Brien s'arrêta et le regarda. Sa voix avait pris encore un accent de sévérité. « N'imaginez pas que vous vous sauverez, Winston, quelque complètement que vous vous rendiez à nous. Aucun de ceux qui se sont égarés une fois n'a été épargné. Même si nous voulions vous laisser vivre jusqu'au terme naturel de votre vie, vous ne vous échapperiez encore jamais. Ce qui vous arrive ici vous marquera pour toujours. Comprenez-le d'avance. Nous allons vous écraser jusqu'au point où il n'y a pas de retour. Vous ne guérirez jamais de ce qui vous arrivera. Dussiez-vous vivre 1 millier d'années. Jamais plus vous ne serez capable de sentiments humains ordinaires. Tout sera mort en vous. Vous ne serez plus jamais capable d'amour, d'amitié, de joie de vivre, de rire, de curiosité, de courage, d'intégrité. Vous serez creux. Nous allons vous presser jusqu'à ce que vous soyez vide, puis nous vous emplirons de nous-mêmes. Il s'arrêta et fit signe à l'homme à la veste blanche. Winston se rendit compte qu'un lourd appareil était poussé et placé derrière sa tête. O'Brien s'était assis à côté du lit, de sorte que son visage était presque au niveau de celui de Winston. « 3000, dit-il, en s'adressant par-dessus la tête de Winston à l'homme à la veste blanche. 2 coussinets moelleux, qui paraissaient légèrement humides, furent fixés contre les tempes de Winston. Il trembla. La souffrance allait recommencer. Un nouveau genre de souffrance. O'Brien posa sur sa main une main presque rassurante et amicale. « Cette fois, cela ne vous fera pas souffrir, dit-il. Gardez vos yeux fixés sur les miens. » Il se produisit alors une explosion dévastatrice, ou ce qui lui parut être une explosion, bien que Winston ne fût pas certain qu'il y eût aucun bruit. Il y eut, indubitablement, un éclair aveuglant. Winston n'était pas blessé. Il se sentait seulement prostré. Bien qu'il fût déjà couché sur le dos quand cela se passa, il avait l'impression curieuse qu'il se trouvait dans cette position parce qu'il avait été assommé. Un coup terrifiant, indolore, l'avait aplati. Il s'était aussi passé quelque chose dans sa tête. Tandis que ses yeux retrouvaient leur convergence, il se rappela qui il était, où il était, et reconnut le visage qui regardait le sien. Mais il y avait, il ne savait comment, un grand trou vide, comme si on lui avait enlevé un morceau de cerveau. « Cela ne durera pas, dit O'Brien. Regardez-moi dans les yeux. Avec quel pays l'Océania est-elle en guerre ?» Winston réfléchit. Il savait ce que signifiait Océania et qu'il était lui-même citoyen de l'Océania. Il se souvint aussi de l'Eurasia et de l'Estasia. Mais qui était en guerre et avec qui? Il ne s'en souvenait pas. En fait, il n'avait pas conscience qu'il y eût une guerre. « Je ne me souviens pas. »« L'Océania est en guerre contre l'Estasia. Vous en souvenez-vous maintenant ?»« Oui. »« L'Océania a toujours été en guerre contre l'Estasia, depuis le commencement de votre vie, depuis le commencement du parti, depuis le commencement de l'histoire, la guerre a continué sans interruption, toujours la même guerre. Vous rappelez-vous cela ? Oui. Il y a 11 ans, vous avez créé une légende au sujet de 3 hommes condamnés à mort pour trahison. Vous prétendiez avoir vu un fragment de papier qui prouvait leur innocence. Ce papier n'a jamais existé. Vous l'avez inventé, et vous vous êtes ensuite mis à croire à son existence. Vous vous rappelez maintenant l'instant même où vous l'avez tout d'abord inventé. Est-ce que vous vous en souvenez ? Oui. Je viens de lever devant vous les doigts de ma main. Vous avez vu 5 doigts. Vous en rappelez-vous ? Oui. O'Brien leva les doigts de sa main gauche en gardant son pouce caché. Il y a là 5 doigts. Voyez-vous 5 doigts ? Oui. Et il les vit.
pendant 1 minute fugitive, tandis que dans son esprit le décor changeait. Il vit 5 doigts, et il n'y avait aucune déformation. Puis tout redevint normal. La vieille peur, la haine et l'étonnement revinrent ensemble. Mais il y avait eu un moment, il ne savait combien de temps, 30 secondes peut-être, de bienheureuse certitude, alors que chaque nouvelle suggestion de O'Brien comblait un espace vide et devenait une vérité absolue, alors que 2 et 2 auraient pu faire 3 aussi bien que 5, si cela avait été nécessaire. Ce moment s'était effacé avant qu'O'Brien eût baissé la main, mais bien que Winston ne pût le retrouver, il pouvait s'en souvenir, comme on se souvient d'une expérience très nette, ayant eu lieu à une époque reculée de la vie, quand on était, en fait, une personne différente. « Vous voyez, maintenant, dit O'Brien, qu'en tout cas, c'est possible. »« Oui, » répondit Winston. O'Brien se releva, l'air satisfait. Winston vit à sa gauche l'homme à la blouse blanche qui brisait une ampoule et tirait en arrière le piston d'une seringue. O'Brien se tourna vers Winston avec un sourire. Presque comme anciennement, il assura sur son nez l'équilibre de ses lunettes. « Vous souvenez-vous d'avoir écrit dans votre journal qu'il était indifférent que je sois un ami ou un ennemi, puisque j'étais au moins quelqu'un qui comprenait et à qui on pouvait parler? Vous aviez raison. J'aime parler avec vous. Votre esprit me plaît. Il ressemblerait au mien s'il n'avait été malade. Avant que nous mettions fin à la séance, vous pouvez me poser quelques questions si vous le désirez. » « N'importe quelle question. »« N'importe laquelle. » Il vit les yeux de Winston posés sur le cadran. Il est éteint. « Quelle est votre première question? »« Qu'avez-vous fait de Julia? » O'Brien sourit encore. « Elle vous a donné, Winston. »« Immédiatement, sans réserve. J'ai rarement vu quelqu'un venir si promptement à nous. Vous la reconnaîtriez à peine. Toute sa rébellion, sa fourberie, sa folie, sa malpropreté d'esprit, tout a été brûlé et effacé. Ce fut une conversion parfaite, un cas de manuel. Vous l'avez torturée? » O'Brien laissa cette question sans réponse. « Question suivante, dit-il. Big Brother existe-t-il? » Naturellement, il existe. Le parti existe. Big Brother est la personnification du parti. Existe-t-il de la même façon que j'existe? Vous n'existez pas, dit O'Brien. Une fois encore, un sentiment d'impuissance assaillit Winston. Il savait, ou pouvait imaginer les arguments qui prouvaient sa propre non-existence, mais ils n'avaient pas de sens. C'étaient des jeux de mots. Est-ce que la constatation « vous n'existez pas » ne contenait pas une absurdité de logique? Mais à quoi bon le dire? Son esprit se contracta à la pensée des arguments fous et indiscutables avec lesquels O'Brien le démolirait. « Je pense que j'existe, » dit-il avec lassitude. « Je suis né, je mourrai. J'ai des bras et des jambes. J'occupe un point particulier de l'espace. Aucun autre objet solide ne peut, en même temps que moi, occuper le même point. Dans ce sens, Big Brother existe-t-il? Ce sens n'a aucune importance. Big Brother existe. Big Brother mourra-t-il jamais? Naturellement non. Comment pourrait-il mourir? La fraternité existe-t-elle? Cela, Winston, vous ne le saurez jamais. Même si nous décidions de vous libérer après en avoir fini avec vous, et si vous viviez jusqu'à 90 ans, vous ne sauriez encore pas si la réponse à cette question est oui ou non. Tant que vous vivrez, ce sera dans votre esprit une énigme insoluble. Winston resta silencieux.
Sa poitrine s'élevait et s'abaissait un peu plus vite. Il n'avait pas encore posé la question qui lui était tout d'abord venue à l'esprit. Il devait la poser, mais il semblait que sa langue ne voulût pas la prononcer. Il y eut une ombre d'amusement sur le visage de O'Brien. Ses lunettes elles-mêmes semblaient jeter une lueur ironique. « Il sait, » pensa soudain Winston. « Il sait ce que je vais demander. » À cette idée, les mots jaillirent d'eux-mêmes. « Qu'y a-t-il dans la salle 101 ?» L'expression du visage d'O'Brien ne changea pas. Il répondit sèchement. « Vous savez ce qu'il y a dans la salle 101, Winston. Tout le monde sait ce qu'il y a dans la salle 101. » Il leva un doigt à l'adresse de l'homme à la veste blanche. Évidemment, la séance se terminait. Une aiguille fut brusquement introduite dans le bras de Winston. Il tomba presque instantanément dans un profond sommeil.